Voilà, on est en direct. Bonjour à tous, en direct ou en replay pour ceux qui nous suivent un petit peu plus tard sur la page YouTube de La Pêche et les Poissons, sur la page Facebook de Pêche Mouche ou de La Pêche et les Poissons. Bonjour à tous. Vous voyez tous les champions avec moi. Il y a 10 champions du monde. On peut dire 10 champions du monde. Je ne le suis pas, mais je vais m'inclure dedans pour ce soir. Avec Laurent Guillermin, le rédacteur en chef de Pêche Mouche. Et puis vous reconnaissez toute l'équipe de France de l'équipe de France de pêche à la mouche, donc championne du monde. En Slovaquie, c'était il y a quelques jours. On est ravis, messieurs, de vous recevoir. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, de temps en temps, on perd Jérôme, dont la connexion est un petit peu bancale, mais c'est pas grave. Tout le monde aura un petit peu son temps de parole. On va essayer de faire parler tout le monde. C'est une émission qu'on va appeler, voilà, avec le hashtag un petit peu Gardons la pêche. C'est ce qu'on avait lancé avec la pêche et les poissons il y a quelques années. Donc, c'est une émission qui rentre dans ce cadre-là, dans l'émission, voilà, dans le programme Gardons la pêche. Juste, je vais commencer par Thierry Lelièvre. Thierry Lelièvre, qui est le manager de l'équipe de France. Une petite question, Thierry. C'était une vraie volonté de rassembler toute l'équipe de France ce soir, qu'ils soient tous là, et pas qu'on fasse direct avec Pierre Kunz, qui est champion du monde en individuel, Grégoire Juglaret, médaillé de bronze et collaborateur du magazine Pêche Mouche. Tu voulais que tout le monde soit là? Effectivement, parce que pour moi, c'est important de refléter aussi l'esprit de cette équipe. Voilà, on n'est pas du tout, on pense pas du tout individuel. Même si effectivement pour performer en équipe il faut qu'il y ait des performances individuelles, mais avant toute chose c'est l'esprit d'équipe qui prime, et ça je pense que c'est la force de cette équipe aujourd'hui. Et depuis maintenant je sais pas, ça fait 4 championnats que je fais avec cette équipe et c'est vraiment le mot d'ordre, et c'est ce qu'on essaye de maintenir, du moins avec les cadres. Je parle des cadres maintenant, ils sont tous cadres dans cette équipe, mais au moins le capitaine, donc Sébastien. Quand on fait cette sélection, voilà, on challenge beaucoup les nouveaux sélectionnés pour qu'ils intègrent cette mentalité et puissent participer pleinement à la performance de l'équipe, et aussi, bien sûr, de la performance individuelle. On vous expliquera pourquoi. Après. D'accord. Il y a Sébastien Vidal qui n'était pas avec vous en Slovaquie. Sébastien, tu peux nous rappeler pourquoi, enfin, sans rentrer peut-être dans le secret. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on peut peut-être pas tout, on peut pas tout dire, mais tu n'étais pas avec les garçons. Il y a pas de secret. C'est juste que avant le championnat, début juin, je me suis fait mal au boulot. Je me suis cassé le ligament croisé antérieur du genou. Et donc, forcément, une grosse entorse, une opération derrière. Et voilà, donc l'idée, c'était d'être prêt pour la nouvelle saison 2024. Et pour ça, étant donné qu'il y a une rééducation qui est importante derrière, il fallait que je me fasse opérer le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, c'était début septembre. Donc voilà, la saison 2023 pour moi a été écourtée assez vite. D'accord. Bon, on a déjà beaucoup de messages, vous le voyez, hein, qui sont en train de défiler, de félicitations. Si on a des spectateurs qui ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. On va aborder un premier thème, si vous le voulez bien, savoir un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quelles sont les retombées. On est combien de jours là après les championnats du 2 monde? 3 semaines. semaines? 2 semaines? 2 semaines. Bon, on est redescendu de son nuage, messieurs, ou pas? Tu veux parler, Seb? Je te laisse la parole. Ouais, bon, redescendu, t'es bien obligé, hein, parce que c'est vrai que tu vis 15 jours, 3 semaines, parce que la compète fait une semaine, et en général, on arrive une semaine et demie avant, donc on est en vase clos, toute l'équipe pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis, faut rappeler qu'on vit pas de ça, donc tu rentres, t'as ton boulot, ta vie de famille, et il te reste les souvenirs et la satisfaction d'avoir gagné le championnat, quoi, voilà. Donc retomber, ouais, tu retombes, voilà. Même si t'es sollicité par rapport aux bons résultats qui ont été faits, mais t'es bien obligé de retomber, voilà. Vous n'avez pas été convoqué à l'Elysée comme d'autres champions? Pas encore, mais ça devrait. Il y a le téléphone qui sonne. Attendez. Hop. Ah non, c'est pas ça. Oui, il y a des chances qu'on le soit. Voilà. Mais Thierry, tu plaisantes ou pas? Parce qu'on ne sait pas si on doit le prendre au premier degré ou au second degré, là. Non, en fait, il faut savoir que le ministère des Sports, alors c'est pas l'Élysée, c'est au ministère des Sports, c'est quand même plus modeste, mais en général, la ministre des Sports récompense voilà, les performances des équipes sportives de discipline reconnues discipline de haut niveau, hein, puisqu'il faut savoir que la pêche à la mouche, depuis 2 ans maintenant, est reconnue comme discipline sportive de haut niveau. Donc, vous avez en face de vous, là, des sportifs de haut niveau, avec le statut de sportif de haut niveau, donc ce qui implique aussi un certain
je dirais, une certaine organisation, autant sur le plan de notre fédération, puisqu'on doit avoir un suivi médical, on doit avoir un DTN, qui est en l'occurrence Grégoire, qui a été nommé donc pour la commission mouche, voilà, comme directeur technique national. Et nous, derrière aussi, ça implique aussi certaines contraintes. Voilà. Et en tant que sportif de haut niveau, équipe championne du monde, il y a de fortes chances que cette année, voilà, on soit invité par la ministre pour aller fêter ce titre. On attend toujours la prime des 50 000 euros, par contre. Ah, ça, heureusement. Ah, ça, c'est un sujet intéressant, mais y a pas, vous n'êtes pas payé, vous ne recevez pas de Non. salaire. C'est la gloire, en fait, c'est tout. Non, c'est Exactement. purement amateur. C'est purement amateur et il faut savoir que c'est aussi un chemin de croix d'aller chercher les subventions pour pouvoir financer notre participation, puisqu'on le fait nous-mêmes. Hein. Voilà, on donne beaucoup de notre personne. Faut savoir ce que, comme disait Sébastien il y a quelques minutes, voilà, le championnat lui-même, c'est 15 jours, voire 3 semaines sur place. À côté de ça, il y a aussi en général une semaine d'entraînement, puisqu'on essaye de se retrouver tous en France, quelque part en France, sur des rivières à peu près similaires. Et il y a aussi, on se fait un stage voilà, avec Herlé, notamment, Herlé Hamon, pour récolter quelques fonds et financer notre participation. Donc ça fait en général autour de 4 semaines qu'on donne pour cette compétition. Donc voilà, on a aussi une vie privée, on a des familles, c'est pas toujours évident à gérer. Je m'adresse au rédacteur en chef du magazine Pêche-Mouche également. C'est une fierté aussi de voir Grégoire Juglaret qui écrit dans Pêche-Mouche, un de nos collaborateurs, faire médaille de bronze, encore une médaille pour Grégoire, et puis évidemment l'or par équipe. Je suis très fier, évidemment, de lui, mais je suis très fier de toute l'équipe, parce que ça fait quand même quelques années, comme le disait Thierry tout à l'heure, qu'ils sont toujours sur le podium. C'est des vrais champions. Surtout, il faut reconnaître que c'est des gens très humbles. C'est très facile de discuter avec eux. Moi, j'ai eu la chance de pêcher avec quelques-uns d'entre eux, et c'est vraiment des types très sympas. Il n'y a vraiment jamais de soucis. Si vous avez besoin d'une mouche, ils vont vous la donner. C'est pas des gens qui cachent leurs secrets. De toute façon, ils n'ont pas de secret. Leur seul secret, c'est qu'ils sont plus forts que les autres, c'est tout. Et évidemment que je suis très content d'avoir Grégoire au sein de l'équipe de Pêche-Mouche, parce que c'est un apport technique incroyable, c'est une vraie valeur ajoutée pour le magazine, et c'est très important. Et d'ailleurs, Grégoire, pendant qu'on y est, explique-nous pourquoi vous êtes si fort. Ça vient de quoi, ça? Pourquoi vous êtes si fort? C'est une question qui est souvent posée. Comment ça se fait, d'ailleurs, depuis quelques années? Alors, historiquement, la France a toujours été très bien placée sur les championnats. Il y a eu des générations où elle était systématiquement devant. Après, on a pris un petit retard technique il y a on va dire une dizaine d'années en arrière, tout du moins, où peut-être qu'on n'a pas évolué à la même vitesse que les techniques ont évolué. Et puis, ça fait maintenant 6-7 ans où on a recollé un petit peu avec les techniques modernes et on a avancé très vite. Sous l'impulsion de nouveaux dans le championnat. À l'époque, Sébastien était nouveau et il a vraiment mis un grand coup de pied à tout le monde pour qu'on se remette en avant sur les techniques nouvelles et notamment la pêche en infophile. Et là, on a réussi à recoller. Alors, bizarrement, ça s'est fait vraiment, encore une fois, ce que disait Thierry, c'est très juste. On regarde les résultats d'abord par équipe, parce qu'il y a plein d'aléas qui font que le résultat individuel, même si aujourd'hui, typiquement, Pierre, il est, je pense, vraiment parmi... aujourd'hui, il est le meilleur pêcheur du monde, mais sur le papier, il n'en est pas loin non plus. C'est sûr et certain qu'il fait partie il y a certainement aujourd'hui 3-4 gars qui sont au-dessus du lot. Pierre en fait partie. Cette année, tout s'est bien passé, mais l'année passée aussi, il était déjà là, et voilà. Mais cette année, en plus de ça, il est reconnu comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on vise toujours un résultat par équipe parce que il y a toujours l'aléa des tirages au sort qui font que quelque part, un titre individuel, c'est l'alignement des planètes. Là, tout à l'heure, Nico, tu disais que je suis 3e aussi, mais parce que aussi tout s'est bien passé pour moi dans le tirage au sort, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Tout ça, c'est pour dire que si l'équipe est si forte aujourd'hui, c'est parce qu'on partage énormément, parce qu'on sait qu'il n'y a pas on ne va pas cacher les choses entre nous, parce qu'on sait que le titre le plus logique à obtenir, ça va être le titre par équipe, étant donné qu'on va lisser l'aléa des tirages au sort sur le fait qu'on soit 5 à pêcher. Après,
si on obtient des médailles individuelles, c'est cerise sur le gâteau et on est doublement plus heureux, qui que ce soit qui soit sur la boîte, on est doublement plus heureux. Et c'est ce travail par équipe qui a fait que, déjà, il y a quelques années, donc, on a réussi à recoller au niveau international. Et puis qu'aujourd'hui, même si on s'entraîne quelque part très peu, le fait qu'on échange très souvent et puis qu'il y ait une véritable amitié entre nous, qui fait que nos boîtes, elles sont en permanence ouvertes parce que non seulement les boîtes, mais on arrive régulièrement à débriefer sur nos sorties de pêche personnelles. Et tout ça fait que on arrive à évoluer très vite et qu'au final, si on pêche, je ne sais pas, 25 ou 30 jours dans l'année chacun, et ces 30 jours, ils sont multipliés par le nombre de pêcheurs qu'on est en équipe A, mais également qu'on peut être aussi sur les autres équipes parce qu'on arrive à échanger également avec les pêcheurs des autres équipes. Typiquement avec l'équipe Europe cette année qui est championne d'Europe par équipe, avec Lionel Fournier qui est champion d'Europe individuel. Là, on a nos vétérans qui rentrent du championnat du monde vétéran avec une magnifique 3e place. Et tout ça, c'est des échanges, on va dire, au quotidien ou tout au long de l'année qui font que le fait de ne pas avoir de secret les uns pour les autres, on arrive à progresser très vite et à tenir le haut du pavé. Quand on en parle avec d'autres équipes, tu entends les Espagnols qui disent avoir 200 ou 250 jours de pêche par an. Nous, comme disait Seb, nous, on a une vie derrière, quoi. On ne peut pas se permettre d'avoir autant de jours de pêche. L'autre jour, j'ai compté, j'ai moins de 40 jours de pêche pour moi dans la saison en comptant les compètes et les entraînements. Tu dis ça aux Espagnols, par exemple, ou à certaines autres nations, ils rigolent en disant c'est pas possible. Si, c'est possible d'avoir les résultats qu'on a juste parce que on est une véritable équipe pour le coup et qu'on travaille en permanence les uns pour les autres et sans rien cacher. Grégoire, il est comme dans ses articles dans Pêche-Mouche, en fait. Il est super long, mais c'est très complet, quoi. On ne peut pas enlever une virgule. On l'écoute jusqu'à la fin comme on lit jusqu'à la fin, quoi. C'est un petit peu ça. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ce que vient de dire Grégoire. Sauf si j'en ai endormi. Non, mais c'est vrai que quand tu es de l'extérieur, tu as toujours le titre individuel en tête et tu valorises toujours ça en premier. Mais nous, on est dans le circuit depuis un moment. On sait très bien qu'il y a des aléas, comme dit Greg, qui sont énormes sur les secteurs. Et du coup, ça serait une grosse erreur de partir sur la performance individuelle. Donc, c'est vraiment cette mise en commun qui est de la stratégie, et des mouches, et de tout ce qu'on peut d'ailleurs, qui fait qu'on réussit, je pense. Il y avait les jeunes aussi avec une médaille d'argent. Ouais, bien vu. Ah, c'est vrai. Les jeunes qui ont fait un super résultat également. Ils sont emmenés d'ailleurs par deux pêcheurs internationaux. Et justement, question qui suit, mais quel est votre parcours pour être arrivé à ce niveau? Thierry, comment on fait une équipe de France en fait on sélectionne qui? Comment? C'est des gens qui font de la compétition? C'est des gens qui sont passés par des équipes de France jeunes? C'est des gens qu'on repère au bord de la rivière? Comment ça se passe? Je pense que tu viens de tout dire dans ta question. Non, effectivement, il y a une partie de l'équipe, ils ont un cursus assez, je dirais, tous ont des cursus un peu différents. Il y en a qui sont passés par les équipes jeunes, donc effectivement, je pense à Julien, je pense à Pierre. Greg, tu y es passé, toi? Je ne sais plus, toi, chez les jeunes. Oui. Ouais, oui. Bon. Voilà, donc, et après, il y en a d'autres, pas du tout. Ils ont démarré la compétition un peu sur le tard, et puis ils ont tout de suite performé. Après, comme l'a dit Greg, je pense qu'il y a l'amitié qui lie tout ce monde-là. Il y en a qui se connaissent bien. Je pense à nos deux Sébastien, là, nos deux Ariégeois, ils se connaissent bien et je pense qu'ils ont beaucoup échangé. Et aujourd'hui, s'ils sont à ce niveau-là, à la fois sur les championnats nationaux, mais aussi sur les championnats internationaux, c'est parce que il y a cette osmose entre les deux et il y a des échanges techniques qui font que ils ne cessent de se challenger tous les deux pour progresser en parfaite symbiose. Donc ça, c'est important dans la performance, en tout cas. Ok. Messieurs, le chrono défile. Il faut absolument qu'on parle de la compétition en elle-même. Je vois qu'il y avait une question sur vous pratiquez la pêche à temps plein comme des professionnels du sport rémunérés. Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, ils ne sont pas rémunérés. Ils mettent même de l'argent de leur poche. Ils ne pratiquent pas la pêche à temps plein. Grégoire a bien répondu. Mais par contre, sur un championnat du monde, Thierry, l'organisation, elle est millimétrée. Toi, tu es le manager. Il y a un capitaine. Il y a une tactique. Il y a de l'entraînement. Vous arrivez sur place avant. Il y a une grosse logistique. Oui, alors ça se prépare déjà quelques mois à l'avance. On n'arrive pas là-bas en culotte courte, bien sûr. En général, on essaye tout de suite de s'associer les services d'un guide.
sur place. Donc quelqu'un qui va nous renseigner sur les secteurs, la façon de pêcher ces secteurs-là, les mouches bien entendu, les techniques. Ça nous intéresse de pouvoir décortiquer tout ça. Donc on échange beaucoup avec cette personne en général. Et on essaie de prendre quelqu'un qui a fait de la compétition parce que voilà, entre la pêche loisir et la pêche compétition, ça peut être un peu différent. Donc c'est important pour nous en tout cas d'avoir des bases issues du monde de la compétition sur ces rivières, sur les secteurs qui vont être en championnat. Et donc toute cette préparation, donc elle est faite longtemps à l'avance, et des analyses que chacun d'entre nous faisons. Donc et c'est piloté aussi par Sébastien, hein, notre capitaine. Et à partir de là, on arrive à l'entraînement sur place avec déjà certaines idées qu'on veut tester, enfin des choses qu'on veut tester, des mouches, des modèles, etc. Et c'est sur place que les choses deviennent vraiment sérieuses en fait, puisque sur place on est là, on va tester. Donc en général, au début de la période d'entraînement, on est un peu large sur toutes les techniques qu'on va pratiquer. On débriefe beaucoup le soir. Voilà. Et le lendemain, on repart en se disant il faut qu'on teste ça, qu'on approfondisse cette chose, qu'on teste cette couleur de bille dans telles conditions. C'est ça qui est important, c'est de se dire aujourd'hui, on va pêcher à l'ombre. On a remarqué que la bille argent, elle marchait mieux que la bille or. Par contre, dès qu'on passait sur des zones ensoleillées, c'était plutôt la bille or. La même mouche. C'est des petits détails comme ça qui font que effectivement, on va faire la différence. C'est aussi sur le choix des hameçons. Voilà, en fonction de l'humeur des poissons, ils prennent pas de la même façon et parfois moins agressifs, ils sont un peu plus titilleux. Donc voilà, il y a une sélection d'hameçons qui est importante. Donc la même mouche, elle peut être déclinée sur différents hameçons. Donc ça, c'est toutes ces choses-là qu'on va affiner pour arriver en fait le jour J avec une boîte qui est commune à tout le monde. Ça, c'est important. Tout le monde sait ce qu'il a à faire sur telle rivière, sur tel type de poste, dans telles conditions. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est important de faire diminuer la pression des compétiteurs, ne pas arriver sur sa manche en se disant, en regardant son secteur, en se grattant la tête, en disant comment je vais pêcher. Et ça, déjà, le fait d'avoir travaillé tout ça, on arrive sur les postes en se disant, voilà, la stratégie, elle est faite, on sait ce qu'on a à faire. Bien sûr, après, en cours de compétition, ça peut changer. Et c'est là le talent de ces champions, c'est qu'ils vont être capables de s'adapter et de continuer à performer. Voilà. Et après, de restituer. Parce que le soir, au briefing, tous les soirs, c'est quasiment 2 heures de briefing et de débriefing et de briefing. D'accord. Tout ce qu'on a vécu, il faut le restituer après aux autres. Et ça, c'est important. Il faut savoir le faire. C'est pas simple d'arriver à comprendre pourquoi j'ai pris du poisson dans telles conditions et pourquoi j'ai perdu des poissons, pourquoi j'en ai pas pris. Parce qu'on analyse tout. C'est pas seulement la performance et prendre des poissons. On analyse tout. Il faut peut-être aussi expliquer aux auditeurs qu'une compétition de pêche à la mouche, c'est quand même différent d'un autre sport. Quand tu joues au handball ou au volley, le terrain, c'est toujours le même. Là, il peut, comme tu le disais, Thierry, tout peut changer en une journée. Il peut pleuvoir, il peut y avoir du vent. Et les conditions de météo peuvent complètement chambouler la pêche. L'eau peut monter, comme ça vous est arrivé dernièrement. Et là, il faut être capable de s'adapter. C'est aussi leur force, c'est d'être capable de trouver tout de suite la solution et de communiquer cette solution le plus vite possible pour prendre encore des poissons, même quand c'est très difficile. Parce qu'une rivière, vous le savez aussi bien que moi, elle bouge tout le temps. C'est pas un terrain de handball qui est bétonné. C'est quelque chose qui bouge. Donc, je pense que c'est aussi ça leur force. Et puis, je pense que le capitaine Sébastien est capable justement de remotiver les troupes et de dire voilà, attention, ça bouge ici, ça bouge là, même si lui aussi, des fois, il est pénalisé par des secteurs qui ne sont pas forcément les meilleurs, avec une eau qui peut monter, quoi. Donc, il y a un paramètre, un paramètre toujours compliqué, c'est la météo, quoi, dans une compétition de pêche à la mouche. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, Laurent, c'est systématique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais un championnat qui s'est joué de la même façon de la première à la dernière manche. Un championnat, c'est sur 5 jours, 5 manches. Typiquement, les poissons, ils sont sollicités plus ou moins sur certaines zones et les pêches évoluent, les mouches évoluent. Et c'est à nous, tous les jours, à réadapter, à voir à anticiper comment ça va être le lendemain. Et c'est là que les choix sont importants, quoi. Et si on arrive à bien lire l'évolution de la pêche, on continue à performer tout au long des matchs. On voit des équipes parfois qui performent en tout début de championnat, mais qui n'ont pas anticipé l'évolution de la pêche et qui du coup après s'effondrent sur le reste des manches.
J'ai une question là, enfin, pas une question, mais il y a Nicolas Germain qui nous dit qu'il y a moyen d'entendre la douce voix de Julien avec son accent tout bizarre. On va l'entendre, Julien, parce que toi, tu es arrivé, je crois, en tant que champion du monde en titre, en fait, sur la compétition, c'est ça, hein? Oui, j'avais gagné l'année d'avant en Espagne. Ouais. Et il n'y a pas trop une grosse pression? Comment on gère ce statut? Non, il n'y a plus de pression. J'ai passé l'âge, j'ai fait assez de championnats pour avoir la pression, on va dire. Donc, je suis très content que ce soit Pierre qui ait gagné en suivant ou que ce soit n'importe qui dans l'équipe. Tant mieux, ça reste en France. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais plus de pression maintenant. J'attaque en 2005 les championnats du monde. Donc, voilà, l'expérience fait que c'est bon maintenant. D'accord, ok, très bien. J'ai une question pour Pierre également. Pierre, est-ce que vous êtes arrivés 10 jours, donc tous ensemble avant le début de la compétition? Est-ce que tu sentais quelque chose à l'entraînement? Est-ce qu'il y avait je sais pas. Bah, c'est difficile. Après, c'est sûr que c'est des rivières où j'étais assez à l'aise. Maintenant, de là à dire bah, tu sens quelque chose, non, parce que les aléas de la compétition font que tous autant qu'on est, on peut avoir un poste plus difficile et dire au revoir à tous les sports de médailles individuelles. C'est pour ça qu'on ne part pas au championnat pour l'individuel, justement. On sait très bien que le résultat en équipe est plus sûr et enfin, plus logique à avoir. Donc non, je ne sentais pas. Après, au fur et à mesure des manches qui se passent bien, bon, bah, on se dit quand même que tout s'aligne, quoi, enfin que tout peut s'aligner. Et quand ça finit comme ça, bon, bah, tout se passe très bien. Voilà, c'est vraiment le top. Mais avant, non, tu peux pas savoir avant comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a Pierre et Grégoire qui prennent très rapidement, je crois, la tête, le lead avec l'Espagnol, hein? Vous êtes 3 sur le podium, vous allez vous échanger un petit peu les places voilà, au fil des jours. Et comment ça se passe du coup pour les autres quand on voit les copains qui sont tout en haut? C'est quoi votre rôle là, Jean-Guillaume, par exemple? C'est quoi ton rôle c'est de les accompagner, de les coacher, de les rassurer? Tu penses quoi à ta compète perso? Comment ça se passe? En fait, on reste dans l'optique de l'équipe. En fait, on est par pool de 5 pêcheurs, hein, donc on est tous les 5 sur 5 secteurs. Et l'idée, c'est que pour Pierre et Greg, quand ça se passait comme ça, c'est de finir devant l'Espagne ou devant la personne. Par exemple, je crois que David Arcaille était dans la poule de Julien. Bah, pour Julien, c'est vrai que pour lui, c'était de finir devant David pour pouvoir justement garder Pierre et Greg dans la meilleure optique pour le titre, pour le podium. Enfin, voilà. Et notre rôle, en fait, c'est ça, c'est de continuer pour l'équipe à donner le meilleur et à être les meilleurs sur ces manches-là. Très bien. Peut-être Laurent, je ne sais pas s'il y a des questions un peu tactiques, parce que voilà, est-ce que ça s'est fait en sèche, en nymphe, comment ça se passe? Je pense qu'ils ont pratiqué un peu tout. J'ai vu quelques vidéos de Pierre en train de faire un nombre incalculable de poissons en sèche, mais je suppose qu'un infophile a été la base de la compétition, comme bien souvent. Je ne sais pas, à vous de le préciser, mais je pense que ça a été d'abord la base, et puis ensuite, quand les poissons gobent, on essaie de les prendre en sèche. Ouais, Il faut savoir, et puis je pense que, peut-être qu'il faut dire aux gens, c'est que, comme disait Thierry tout à l'heure, c'est pas les pêcheurs qui ont 50 000 modèles de mouches. Par contre, c'est peu de modèles, mais déclinés en nombreuses tailles, en nombreux lestes pour les nymphes, et puis des modèles très épurés pour la sèche. Enfin, ils vont sans doute nous expliquer ça en détail. Bah, tu vois, pour te reprendre, on avait trois modèles de sèche. Ah. Et les 3 modèles, c'était des éphémères, tu vois. Et tout ça en une seule taille. Bon, pour te donner la simplicité, quoi, voilà. Et on savait que si on se faisait refuser une sèche qui pêchait très en surface, eh bien, on essayait la seconde qui pêchait un peu plus bas en forme d'émergente. Et que si on déclenchait pas suffisamment de poissons, on en avait une qui était un peu plus incitative. Voilà, on avait 3 choix possibles, mais on savait que les insectes, c'était uniquement des petites éphémères qui sortaient, quoi. Voilà. Donc, tu vois, on essaye à chaque fois de se réduire au maximum l'éventail de choix, quoi. Parce qu'il y a suffisamment d'autres choix à faire au bord de l'eau que de se préoccuper de trop des mouches, quoi. Voilà. Et surtout là, ce qui était compliqué, c'est qu'il s'est fait un nombre incalculable de poissons. Donc il fallait aller très vite en fait. Et si on commençait à perdre du temps, à essayer, à changer des mouches, en fait la manche elle défilait et c'était pas l'objectif, quoi. L'objectif là c'était d'avoir des modèles très restreints et avant tout de trouver où étaient les poissons, comment ils se nourrissaient.
comme tu as dit au début, c'était majoritairement de la nymphe, même s'il y a eu des postes où ça pouvait pêcher en sèche dès le départ. Et puis après, les poissons, à force de se faire pêcher en nymphe, ils ont commencé à être plus tranquilles sur des zones où la sèche était rentable. C'est pour ça que moi, dernièrement, j'ai pêché en sèche. Mais l'essentiel pour moi, c'était vraiment de trouver avant tous les poissons, avant de vouloir changer les mouches, etc. Ça, c'est important ce que dit Pierre. Hein, on avait des postes qui étaient assez longs et les sessions, c'était 2 fois 1h30. Et donc 2 fois 1h30 sur des postes qui pouvaient faire jusqu'à 600 mètres. Voilà, donc étaient assez longs et des rivières parfois très larges. Et l'objectif, c'était effectivement de faire un maximum de poissons, de ne pas aller chercher nécessairement les gros poissons, mais d'aller chercher les petits poissons qui faisaient autour de 25, 26, les ombrés, qui étaient assez concentrés sur des zones. Ça avantageait beaucoup les Slovaques. Ce mode de fonctionnement, parce que connaissant les rivières, ils savaient tout de suite où aller. Et ça a été aussi un facteur à prendre en compte, de faire les courir dans la rivière parfois pour aller chercher effectivement les bonnes zones et trouver ces poissons pour pouvoir en rentrer un maximum pendant 1h30. Donc, et Pierre, la dernière manche, il fait 14 poissons en une demi-heure en sèche sans bouger quasiment, quoi. C'était exceptionnel. Et là, il faut savoir que la sèche, effectivement, ça ne se pratique pas beaucoup en championnat international, hein, puisque bon, la technique la plus rentable, ça reste quand même la nymphe. Mais il y a des championnats qui se gagnent en sèche parce qu'il n'y a plus beaucoup de compétiteurs qui pêchent bien en sèche. Bien, je dis, hein, bien en sèche. Voilà. Alors, comment ? Justement, il y a une petite question, peut-être Grégoire, tu peux enchaîner, mais montez-vous vos mouches ou bénéficiez-vous de marques de mouches sponsorisées? Juste un petit mot là-dessus. Alors, on monte nos mouches pour plusieurs raisons. Alors, on part toujours avec nos mouches fétiches, on va dire. Hein. La part de confiance dans une mouche, elle fait bien partie de la réussite de la partie de pêche. Donc, on part toujours avec nos mouches fétiches. Et après, on est obligé d'ajuster en fonction de ce qu'on va voir pendant les entraînements. Et notamment en termes de forme d'hameçon, en termes de lestage de nymphes, comme disait Laurent tout à l'heure. Et du coup, on est obligé véritablement de monter nos mouches. Et puis, en fait, une mouche qu'on monte nous-mêmes, on a plus de confiance forcément qu'une mouche, on va dire, du commerce, même s'il y a forcément des très, très bonnes mouches dans le commerce aujourd'hui. Il y a plein d'artisans qui montent très bien également. Mais ouais, sur un championnat, on monte toutes nos mouches pour pouvoir avoir un maximum de choix, enfin de possibilités différentes. Après, c'est souvent un problème parce que là, par exemple, c'était un déplacement en avion. On ne peut pas amener tout notre atelier non plus sur un déplacement comme ça. On est vite limité en termes de place et de poids. Mais oui, on amène le maximum de matériel pour monter nos propres mouches avec nos hameçons voilà, qu'on préfère, etc. Ouais, c'est passage obligé. Petite anecdote sur les hameçons quand même. Vous prenez un Sébastien Delcor qui va vous prendre une boîte neuve d'hameçons et qui va en jeter 20 ou 40% parce qu'ils sont pas bien formés. Ils ne se ressemblent pas, les hameçons. Ils ne sont pas usinés de la même façon dans une même série. Donc voilà, des fabricants, c'est pour dire que des fois, le détail a son importance. D'accord. Bon, je rappelle qu'on est avec l'équipe de France de pêche à la mouche, pour ceux qui nous rejoignent, qui a été sacrée championne du monde il y a 2 semaines maintenant en Slovaquie. On est en direct ce soir, mais vous regardez peut-être le replay. J'espère que vous vous régalez. Les champions du monde sont là, avec Laurent Guillermin, aussi le rédacteur en chef du magazine Pêche Mouche. Jérôme Poirier était là, mais malheureusement la connexion était un peu limitée, donc on pense à lui, bien sûr, on le salue, mais l'équipe de France était au complet au début de ce live. On parlera aussi de France 2024, puisque la France accueille les championnats du monde 2024 au mois de juin, donc on en reparlera dans un instant, mais d'abord on reste sur la compétition avec peut-être juste un petit coup de projecteur sur Pierre et Grégoire. Comment vous étiez à l'aube de votre 3e et dernier jour, enfin c'est le 5e dernier jour d'ailleurs, 5e. On a un peu de pression, j'imagine, parce qu'on sait qu'il y a un titre de champion du monde, il y a une médaille à aller chercher, en plus de rapporter l'or pour l'équipe. C'est vraiment difficile à dire. Enfin, je me permets, Pierre, et puis après je te laisse rebondir. On sait que ça peut jouer à rien du tout pour l'équipe. Donc déjà, tu pars, quoi qu'il arrive, pour faire le maximum, pour ramener le minimum de points, puisque le nombre de points, c'est ton classement sur la manche. Donc mieux tu vas performer, moins tu vas ramener de points. Donc le but, c'est vraiment de ramener le moins de points possible, surtout qu'on était sur des zones, il y avait donc 5 secteurs différents, et il y avait un secteur notamment, pour ce qui me concerne sur la dernière manche,
qui était relativement difficile, c'était le lac, parce que le lac était on a eu des problèmes de température, etc. Donc, l'activité des poissons a énormément évolué tout au long de la semaine, et ça pouvait être le secteur cimetière. Donc, tu arrives là, tu peux pas penser à ton résultat individuel, c'est pas possible. Tu y vas d'une part pour sauver le capot, parce que là, c'était clairement ce qui était visé sur Slack. On est plein dans l'équipe à pas avoir fait de poisson la première heure ou quasiment les 2 premières heures, voire plus. Donc, jusqu'au bout, faut tout donner, mais vraiment, tu penses à l'équipe. Quelque part, si tu réussis pour l'équipe, ça marche pour toi. Donc, la pression, en fait, je pense que quelle que soit ta place individuelle à la dernière manche, on a tous la même. Ouais, et puis pour compléter ce que dit Greg, c'est que déjà, bien sûr, tu pars pour l'équipe, et puis tu sais très bien qu'en individuel, à tout moment, il peut se passer des choses. Enfin, tu peux avoir un poste plus difficile où tu galères, tu peux avoir du vent qui te pénalise vraiment dans la pêche, tu peux avoir de l'eau marron. Donc en fait, jusqu'au dernier moment, tu sais que malgré tout ce que tu peux faire, ça peut te passer sous les doigts, quoi. Donc à partir de là, ça dépend pas de toi. Moi, je sais que je me suis pas mis la pression du tout. Et puis de toute façon, une fois que tu es au bord de l'eau et que tu pêches, tu penses plus aux résultats, aux médailles, que ce soit l'équipe ou individuel. De toute façon, il y a des poissons, il faut les attraper. Et puis voilà, tu restes concentré sur la pêche, quoi. Ah, t'as plus le micro, Nico. Pardon. Je disais que le plus dur, c'est quand même pour Sébastien Vidal, j'imagine, parce que lui, de loin, c'est vrai que les infos, elles filtraient grâce à Thierry qui mettait les résultats un peu au compte-gouttes. Sébastien, tu faisais comment pour suivre la compétition? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait voilà, est-ce qu'on on reçoit des SMS? Il n'y a pas la télé qui fait ça en direct, quoi. Donc, avant qu'il te réponde, je vais te dire, il m'a ennuyé toutes les 10 minutes, il m'appelait. voilà, c'est ça. On avait droit à un coup de fil avant toutes les manches et à toutes les intermanches. Donc oui, il suivait. Allez, je te laisse. Ouais, en gros, ouais, moi j'étais un peu dans le dur parce que voilà, forcément, ils étaient tous là-bas. Moi, j'étais fraîchement opéré du genou, donc j'étais sur mon canapé à pas trop pouvoir bouger. Donc c'était pas simple, ouais. Et du coup, voilà, tous les matins à 6h30, j'étais réveillé, voire à 6h. Donc je les appelais un par un avant qu'ils commencent la manche pour savoir voilà, s'ils avaient un beau secteur, s'ils avaient un secteur joli, pour savoir comment était leur motivation, voilà, leur envie de performer, etc. Et après, une fois que je les avais tous eu au téléphone, j'appelais Thierry. Et donc Thierry, souvent, il était avec soit les uns, soit les autres. C'était le seul à se déplacer de secteur en secteur, en fait. Parce que tout le monde Ouais, c'est ça. En gros, souvent, il faisait un secteur, voire 2 par session, quoi. Et donc, voilà, je l'appelais tous les 10 minutes ou tous les quarts d'heure. Et dès que j'avais 2 minutes de retard, il était à 2 doigts d'appeler les pompiers pour savoir s'il m'était pas arrivé un problème cardiaque, quoi. Voilà. Bon, mais ouais, c'était difficile, mais en même temps, voilà, j'ai quand même vécu le championnat, on va dire, à distance, mais voilà, je remercie toute l'équipe qui, malgré tout, a réussi à m'intégrer dans le championnat, quoi. J'ai énormément de questions de la part de ceux qui nous suivent aujourd'hui. Qu'on pose souvent au magazine, c'est dans ce genre de compétition, est-ce que les rivières sont alvinées avant que vous arriviez, ou est-ce que c'est les poissons totalement sauvages que vous pêchez? Alors évidemment, en lac, si c'est un lac artificiel, on va y mettre des poissons, mais la question est plutôt sur la rivière. Je sais que pas mal de lecteurs se posent cette question. Alors, je peux rebondir dessus. Ça dépend vraiment des pays et de la culture des pays, de leur culture pêche, d'une part, et puis de leur culture gestion. Là, on était typiquement, la Slovaquie, c'est un pays qui soutient énormément ses populations d'ombre, notamment, avec des alvinages en ombrets vraiment hyper soutenus, des choses qu'on ne voit pas du tout en France. Et en comparaison, l'année prochaine, le championnat du monde aura lieu en France, et là, on sera uniquement sur les populations sauvages. Donc, ça dépend vraiment de la culture de chaque pays. Tu vas aux États-Unis, c'est que des poissons sauvages. Tu vas, pour ce qu'on a pu faire dernièrement, l'Espagne, c'était que des poissons sauvages, hormis sur les pêches de réservoir où là, tu peux... la Tasmanie, c'est que des poissons sauvages. L'Espagne, c'était un plan d'eau qui faisait 1,5 hectare, c'était que des poissons de pisciculture. Mais ça dépend vraiment de la politique, on va dire, que chaque pays peut avoir quant à la gestion de ses rivières, quoi.
D'accord. Beaucoup de questions, je le disais, on va essayer de répondre très rapidement à chaque fois. Tiens, Julien, par exemple, comment abordez-vous les rivières, les zones apparemment les plus rentables immédiatement, quitte à déranger d'autres poissons au poste? Oui, c'est vrai, quand on arrive sur une rivière, sur un poste, comment ça se passe? Est-ce qu'on attaque le premier poisson devant soi ou on va Déjà, plus loin, chercher celui qui est en activité? Déjà, on prend le temps de repérer son poste. Déjà, on essaie de prendre le maximum de temps pour repérer, voir là où on va commencer. On ne commencera pas forcément à l'endroit le plus beau, soit parce que c'est au soleil, à l'ombre. On choisit vraiment en fonction de la stratégie qu'on a définie avant, là où on va commencer. Et comme on sait qu'on n'a qu'1 heure et demie sur le poste, donc il faut aller à l'essentiel. On attaque par ce qui nous semble le plus juste, et si ça ne marche pas, il faut vite changer. Donc, suivant les personnes qui sont passées avant, il a fallu s'adapter, parce que si on passe derrière un très bon pêcheur qui a été directement au meilleur endroit, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut se rabattre sur d'autres zones. C'est pour ça qu'on disait, voilà, on a pu pêcher des plans sèches de temps en temps ou différemment pour pouvoir attraper ces poissons-là qui sont plus faciles. Très bonne question de Lionel Choca, le jeune Lionel Choca. Y a-t-il des coups bas, des coups bas des autres équipes? Bon, Lionel Choca, c'est le rédacteur en chef de la pêche et des poissons. Donc, c'est une très bonne question, même si elle est mauvaise. C'est une très bonne question. Voilà, qui peut répondre à ça? Bah non, il n'y a pas eu franchement, c'était un très beau championnat. Il n'y a vraiment pas eu de coup bas cette année. C'était vraiment bien organisé. Les contrôleurs ont été vraiment remarquables. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a vécu l'année dernière, là, ils restaient vraiment collés aux compétiteurs. Ils faisaient en sorte de leur faire perdre le moins de temps possible, parce que ça, c'est important quand on sait qu'il faut faire du nombre. Ben, il ne faut pas perdre de temps au contrôle. Et franchement, les Slovaques ont joué le jeu à fond et ça s'est super bien passé. Donc, c'était vraiment un championnat exemplaire pour nous. Et d'ailleurs, c'est un exemple pour 2024. D'accord. Autre question, qui fait les meilleures crêpes? Bon, alors, il y a des questions qui c'est moins technique que les autres. Il y en a qu'un qui les fait, quoi, si tu veux. Oui. Ouais, quand ils ne font pas le sucre et la farine. Oui. Voilà. Il y a des rituels dans cette équipe. Il y a des rituels. Voilà. Il y a la flamenquiche de Pierre, voilà, par exemple. Il y a le McDo de Seb. D'accord. J'ai vu des pots de Nutella passer aussi, mais voilà. Non, mais j'ai vu en tout cas des photos où c'est un menu sportif à chaque fois. C'est vraiment c'est de l'eau. Enfin, en tout cas, sur les photos que vous avez montrées. Oui. Non, ça c'est vrai. Et voilà, c'est sportif de haut niveau, quoi. Okay. La comptabilisation des poissons blancs a-t-elle vocation à se développer en championnat en plus des salmonidés? Là, il comptait sur ce championnat du monde? Ouais. Alors, systématiquement, dans les pays de l'Est, les poissons blancs comptent, enfin les cyprinidés en général, parce qu'ils ont quelque chose qu'on n'a pas chez nous. Enfin, chez nous, on a quelque chose plutôt qu'ils n'ont pas chez eux, c'est la notion de poisson noble. Là-bas, un poisson, c'est un poisson. Chez nous, une truite, un ombre, c'est quelque chose, c'est un poisson noble. Quelque part, dans la philosophie de pêche des pays de l'Est, c'est plus compliqué à prendre une vandoise qu'à prendre un ombre. Et du coup, pourquoi faire une distinction entre ces deux espèces? Donc là-bas, de base, tous les poissons comptent. Et du coup, c'est même quelque chose qui nous a perturbés au départ, parce que nous, on n'a pas cette culture à pêcher les chevènes régulièrement, notamment. Et du coup, c'est quelque chose sur lequel on a été obligé de s'adapter. Et c'est en ça que notre guide a été super important. C'est comment on aborde ces espèces-là. Alors, parfois, c'est déterminant sur leur championnat. Là, ça ne l'a pas été. On a principalement pris des ombres. Donc, on s'était préparé à prendre des cyprinidés, mais au final, dans la compétition, ça n'a pas été l'espèce prépondérante, quelle que soit la rivière où on était. D'accord. Ok, très bien. On nous posait la question, je n'arrive pas à retrouver la question. Est-ce qu'il y a des suiveurs derrière vous? En fait, il y a des suiveurs, c'est des contrôleurs, c'est ça? Oui. Ouais. Donc, vous avez chacun un contrôleur qui, vous devez lui ramener le poisson ou il se déplace un petit peu, je ne sais pas, mais pour le mesurer. C'est à nous de lui ramener. Souvent, le contrôleur, il ne change pas de berge, il reste sur une berge. Il nous suit le long de la berge et nous, à chaque fois, on lui ramène le poisson. D'ailleurs, des fois, quand les poissons sont de l'autre côté de la rivière, c'est un peu entre guillemets pénible parce qu'il faut faire les allers-retours avec chaque poisson et on perd beaucoup de temps et d'énergie à faire les allers-retours. D'accord. Avez-vous dormi avec votre médaille d'or le soir du titre, Pierre? Et puis tout le monde d'ailleurs, parce que tout le monde est champion du monde. Greg, réponds. Non, on n'a pas dormi avec les médailles, on aurait pu, mais on n'a pas fait. Elles sont les médailles d'ailleurs. Vous les avez pas autour du cou? Non, c'est vrai. Ouais. Moi, je dois en avoir une. On a quand même le plateau.
C'est celui qu'on va le voir. Ah, Grégoire, là. Au-dessus du bureau. On va aller accrocher dans la chambre à ma fille. J'en ai une par là aussi. D'accord. Et dans la chambre de mon fils. Bon, très bien. Est-ce que vous voulez qu'on se projette sur France 2024, messieurs? Parce que donc, c'est Thierry peut-être qui va prendre la parole sur ce sujet, mais c'est vrai que Thierry, la France accueille les championnats du monde 2024. Ce sera au mois de juin, c'est ça? Tu peux nous rappeler un peu le principe et puis après on regardera le teaser vidéo. Donc oui, alors la France, pour la deuxième fois de son histoire, va accueillir les championnats du monde de pêche à la mouche. Donc ce sera du 22 au 30 juin 2024. Donc ça fait quand même 3 ans qu'on s'y prépare. Voilà, on a fait acte de candidature auprès de la FFPS, donc sur le site des Pyrénées-Occitanes. Donc, ce sera sur les PO, l'Ariège et l'Aude, donc 3 départements. Et donc suite à cet avis favorable, on a reçu la FIPS, donc la Fédération internationale, donc une délégation de la FIPS en août dernier. Non, pas cette année, pardon, en 2022, qui a validé notre candidature et donc on a été retenu pour 2024. Alors on a choisi 2024 parce que bien entendu il y a les JO et ça va être une année très sportive en France. Donc, c'était important pour nous de pouvoir s'associer aussi à cette image en tant que discipline sportive de haut niveau aussi et reconnue aussi par le Comité national olympique français. Hein. Donc c'était important. Et pourquoi la région Occitane? Parce que les Pyrénées, dans cette région, nous offrent toute la capacité halieutique pour accueillir un tel championnat. Il faut quand même 5 secteurs de pêche qui peuvent accueillir jusqu'à une trentaine de nations, de compétiteurs. Donc, c'est pas évident de trouver des rivières avec un tel linéaire. Voilà, donc là, on a ce qu'il faut. On voulait aussi absolument avoir des rivières avec une bonne population de poissons. Voilà, c'était important que ça puisse scorer. Alors, ça va peut-être pas scorer comme ça a scoré en Slovaquie. Il faut savoir qu'en Slovaquie, la moyenne des poissons par jour pris, c'était 2000. Donc, c'est énorme. Le premier jour, il s'en est fait 2800. Alors, imaginez les contrôleurs à la fin à rentrer tout ça dans l'ordinateur pour assurer le classement à la fin de la journée. C'était quand même assez compliqué. Et c'est fait à la main. Hein. C'est pas informatisé. Enfin, bref. On se regarde le teaser vidéo? Allez, oui. Parce que vous l'avez sorti il y a quelques jours, il vaut le coup, c'est sur la chaîne YouTube, et puis on se retrouve juste après.
Alors, on s'est régalé. Je crois qu'on a entendu un petit chien à la fin. C'est pas sur le teaser, hein, je crois. Non. Mais en tout cas, c'est un vrai régal, hein. Bravo, bravo, messieurs, hein. C'était magnifique. On avait évidemment vraiment hâte d'y être. Moi, j'ai mon fils qui m'appelle. Non, c'est beau. Du coup, comment ça se passe? Quelles sont les prochaines échéances là pour la suite? Vous avez le nombre de bénévoles? Comment vous faites? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a vraiment l'aspect déjà logistique, puisque pendant la semaine officielle, il faut prendre en charge les hébergements, les transports, les repas de toutes les nations qui seront présentes, plus des bénévoles. Voilà, donc ça, c'est important. Et pour ça, voilà, il faut qu'on passe des partenariats, qu'on signe des conventions avec des partenaires financiers, logistiques. Voilà, ça, c'est important. Donc, on est en pleine dans cette démarche aujourd'hui. Il y a l'aspect compétition, et là je laisserai Sébastien en parler puisque c'est lui le responsable de la partie compétition chez nous. Voilà, et on est en train aussi aujourd'hui de recenser l'ensemble des bénévoles qui vont devoir participer à ce championnat parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un contrôleur derrière chaque compétiteur, donc il nous faut à peu près 200 bénévoles pour ce championnat. Nous, on veut absolument faire une sélection parce qu'on veut des bénévoles, enfin des contrôleurs qui sachent reconnaître une truite d'un chevenne, qui savent manipuler un poisson de façon délicate pour lui donner les meilleures chances de repartir, puisque ça va être du poisson sauvage, donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà, donc c'est important. Aujourd'hui, on a recensé à peu près un peu plus de 480 bénévoles. Il nous en faudra 200 seulement. Donc nécessairement, on va faire des déçus, on est désolé. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, tous ceux qui sont portés bénévoles viendront et qui ne sont pas retenus viendront en tout cas participer à la fête durant ce championnat. Voilà où on en est. Sébastien, tu veux juste dire un mot sur les secteurs et la compétition en elle-même? Bon, vite fait, ouais. Les secteurs, on va dire que on est quasi au point, en sachant qu'on a organisé depuis 2 ans maintenant une compétition du championnat de France D1, donc sur chacun des futurs secteurs du championnat du monde, dans un but de déjà avoir un ordre d'idée sur la capacité de chaque secteur, définir tous les parcours, définir les rotations, enfin voilà, etc., etc. Ce sont des choses quand même qui sont réfléchies au maximum afin de rendre équitable l'ensemble des secteurs. Et donc, bon, il reste des petites choses à affiner, mais on va dire qu'aujourd'hui, on est prêt à 95%, quoi. Voilà. Ok, et j'ai vu des questions passer. Est-ce qu'il y aura les féminines aussi, les vétérans, les jeunes, comment ça se passe ou c'est... Non, là, c'est un championnat du monde Senior. uniquement senior. D'accord. Et voilà, après, je ne sais pas si les jeunes et les féminines participeront sur leur championnat dédié, mais a priori, oui, il n'y a pas de raison. Ouvert au public? Ça, il faut demander à la fédération. C'est ouvert au public, oui. Ouais, ok. Bon, super, on pourra venir. Laurent, on va suivre ça, nous, à Pêche-Mouche? Écoute, je crois qu'on va être ensemble sur place. On a aussi notre excellent correspondant sur place aussi, Harley Hamon, que tout le monde connaît, que Thierry connaît bien. Donc oui, on va être sur place. On va essayer de vous poser quelques questions sans trop vous embêter, mais on va essayer de faire suivre ça par le plus grand nombre de pêcheurs à la mouche en France et de tous les autres pêcheurs d'ailleurs, parce que je tiens à dire que la compétition de pêche à la mouche est sans doute l'une des compétitions de pêche qui a le plus d'écho. Alors, sans doute, c'est dû aussi à la qualité de communication et à la qualité de ses membres, hein, c'est pas pour rien. Mais c'est vrai que c'est une pêche qui a le vent en poupe, et particulièrement la compétition. Avant, c'était un petit peu compliqué de parler de compétition. Maintenant, c'est quelque chose que les gens apprécient. Donc, on sera là pour en parler avec toi, Nico, et on essaiera de faire peut-être un live comme aujourd'hui, sans doute plusieurs, et puis quelques vidéos. Tu as prévu d'aller sur les parcours aussi un petit peu, les présenter. On présentera les parcours avec l'accord évidemment de l'organisation, et puis on essaiera aussi d'en parler évidemment dans Pêche-Mouche, dans de nombreuses pages avec Harley Hamon. Ok.
Messieurs, merci beaucoup. On s'est régalé. Vous nous avez donné plein d'informations. Je pense qu'on a, on a mis des visages aussi sur les noms qu'on n'avait peut-être pas toujours. En tout cas, quand on suivait la compétition de loin. J'espère que le grand public et pas que les moucheurs nous ont regardés et ont apprécié ce direct. Ça va, il n'y avait pas trop de pression. C'est plus facile de faire un direct qu'un championnat du monde. Hein. Ah ouais. C'est plus simple. On est d'accord. Hein. Ouais, Bon, merci beaucoup en tout cas. C'était très sympa. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. S'il y a des gens qui ont encore des questions en commentaire, faut pas hésiter à les poser. Voilà. On essaiera d'y répondre dans les commentaires. Je pense que Thierry, qui est un spécialiste de la communication, Non. ira de temps en temps sur Facebook et YouTube. Non, par contre, juste petite, pour finir, toute l'équipe sera présente au Salon de Muret en février prochain. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voulez rencontrer des membres, comme vous l'aviez dit tous les deux en introduction, on est parfaitement accessible. Et si vous avez des questions, vous voulez une formule de bad lead ou un truc comme ça, n'hésitez pas à venir discuter avec chacun de l'équipe et on se fera un plaisir de vous répondre, je pense. Très bien. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci, ciao. À bientôt. Au revoir. Les gars, à bientôt.